طارق اليوم في نوفيل ايبيزود من عجاج بودكاست. طارق مرحبا بك. الله يبارك فيك. غنحاولوا نهضروا شويه بالعربيه نشوفوا التريني شويه كمان. لكن العربيه ديالي الدارجه ديالي راه طلعت دروج شويه. ديكو ما تغيرني بتي تابتي. écoute, tu te sens toi à l'aise باش كيما خرجت والك خرجت فرنسا خرجت بالدارجه بغيتي تطلع شويه بالدارجه ماشي مشكل. دونك غنخليك طارق هو الاول. Tu te présentes aujourd'hui, qui est Tarek, peut-être 30 secondes, 1 minute. Comment tu te présentes aujourd'hui? Parce que je sais que tu as un super parcours malgré ton jeune âge et que درتي بزاف ديال الحوايج très peu d'années finalement. Mais aujourd'hui, comment tu t'identifies? En cours, je dirais entrepreneur. Ça fait une quinzaine d'années que j'entreprends. Pardon? Ça fait un peu fourre-tout, entrepreneur, Lyon. Ouais, c'est un peu fourre-tout, mais ça explique beaucoup de ce que j'ai fait dans ma vie. Je me suis beaucoup focalisé sur la création d'entreprise et là, sur les 15 dernières années. Et mis à part ça, j'ai pas. Après, c'est très. Si tu veux, le Tariq perso, je peux t'en parler. Le Tariq pro, c'est autre chose. Mais je te dirais. Tariq perso alors. Tariq perso, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui aime bien partager avec les gens, qui pense que voilà, la générosité, c'est quelque chose qui est vraiment dans le cœur et qui est nourriture de l'âme, on va dire. Et du coup, qui est très philosophe, qui est très dans le courant soufi, on va dire, qui est plutôt l'essence spirituelle et ésotérique de notre religion. Et donc voilà, quelqu'un qui adore rencontrer des nouvelles personnes, qui adore pouvoir échanger, qui adore pouvoir être là quand les gens le demandent, qui adore pouvoir explorer, découvrir de nouvelles choses. Donc c'est quelqu'un de très curieux. Donc voilà, c'est un peu qui je suis dans le privé, on va dire, en résumé. Donc en fait, tu es en train de me dire que t'as deux personnalités, perso-pro. Je pense. Un peu insinué hier ça au téléphone, donc je me disais peut-être qu'il y a deux personnalités, surtout dans le cadre où tu es actuellement. Tu m'as dit en Suisse, je suis une personne niveau pro. Non, je pense que le monde professionnel ne permet pas forcément de couvrir l'intégralité des facettes d'une personne. Et c'est impossible. Dans le monde personnel, t'as pas de contrat, à part des contrats oraux et des contrats moraux. Par contre, voilà, dans tous les pays où j'ai évolué, c'est des pays avec des cultures différentes sur lesquels je suis très content sur ce que j'ai pu faire et comment j'évolue. Mais c'est vrai que j'essaie de retranscrire beaucoup mes valeurs et mes principes dans le monde des affaires. Mais encore une fois, le monde des affaires, c'est un monde qui est extrêmement normé, qui est extrêmement codifié. Et donc forcément, on est dans une relation contractuelle, transactionnelle, chose qu'on n'a pas forcément dans la sphère privée. Sinon, ce serait un peu triste. Donc forcément, il y a une adaptation. Je dirais pas qu'il y a deux facettes, mais je pense qu'il y a une adaptation. C'est un peu, oui, tu as tes valeurs, tes principes, tu as qui tu es, ton ADN, et puis tu as ta manière de travailler avec les gens. C'est des choses qui sont assez différentes, mais je dirais que c'est deux faces d'une même pièce. Alors, Nta Tarek, tu es un Marocain né en France. Juste pour mettre un peu le contexte, né en France, grandi en France. Actuellement, tu as des business en Suisse, donc tu as évolué les dernières années. Tu as quand même pas mal voyagé et vécu dans plusieurs pays. شنو علاقتك اليوم بالمغرب, si on peut, après tout ces allers-retours, ces expériences internationales, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le Maroc? Et après, on va revenir sur les différentes expériences d'avant. Tu sais, il y a beaucoup de Marocains qui disent Dima Maghreb, et je pense que c'est très représentatif. Moi, mes deux parents sont marocains. Je suis né en France, j'ai passé 21 ans en France. Ensuite, j'ai passé 3 ans au Moyen-Orient, à Dubaï. Et ensuite, là, ça fait bientôt 9 ans que je suis en Suisse. Le Maroc, pour moi, c'est plus qu'un pays.
c'est une tradition, c'est une histoire, j'irais même dire que c'est une histoire civilisationnelle, avec un bagage extrêmement riche, et je pense qu'on est reconnu dans le monde entier pour ça. Donc je te dirais, pour moi, le Maroc, c'est ce qui coule dans mes veines. J'ai pas forcément d'autres descriptions que ça. Je suis extrêmement attaché à ce pays parce que pour moi, c'est plus qu'un pays. C'est pas juste un drapeau. C'est quand on y va, et je pense qu'il y a beaucoup de touristes quand ils y vont, ils disent ah mais c'est exceptionnel. Ils n'arrivent pas à décrire exactement d'où ça vient, mais c'est Ouais. quelque chose qui est dans l'atmosphère. Et je pense que on a la chance, comme dans chaque pays, chaque personne a une culture spécifique. Mais je Mhm. dirais que notre pays est extrêmement riche et il y a un bagage. Dans tous les ordres, en fait, d'ordre spirituel, d'ordre psychique, d'ordre émotionnel, d'ordre, comme on dit chez nous, taqalid. C'est quelque chose qui est extrêmement particulier. Donc, Mhm. moi, je saurais pas, c'est quelque chose qui est au centre de moi-même, de ma manière de fonctionner, de ma manière de penser. Et puis, je pense qu'il y a pas d'équivalent, c'est impossible. C'est quelque chose d'unique. Ok, aujourd'hui tu es entrepreneur, Kikilti, tu as fait plusieurs projets, tu as commencé très très tôt. Est-ce que tu pourras nous partager une première expérience entrepreneuriale que tu as eue, peut-être à l'adolescence ou peut-être même enfant, où tu as essayé de faire des choses? Et qu'est-ce que ça t'a appris, cette première expérience où tu as mis le pas? T'as fait le premier pas entrepreneurial ou d'un projet? Alors, c'est hyper intéressant ta question. J'ai commencé très tôt, non officiellement à 15 ans. Alors, on pourrait dire à 15 ans, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est super jeune, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a été entrepreneur une partie de sa vie. Mhm. Et j'ai eu la chance de constamment être entre ses pattes, quoi. J'étais tout le temps avec lui, quand il avait des rendez-vous avec l'expert comptable, j'étais là. Quand il passait ses contrats, j'étais là. Quand il préparait les choses, j'étais là. Donc ça m'a vraiment donné je dirais, une culture de l'entrepreneuriat. Mhm. Mhm. Et moi, assez rapidement, l'entrepreneuriat, comme je l'ai perçu, j'ai compris que c'était une certaine forme d'émancipation et de liberté. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc j'étais très intéressé, déjà très éveillé à cette époque-là. Et disons que à l'époque, j'étais en France au lycée et j'ai fait toutes mes classes, j'ai passé mes diplômes, etc. Mais à cette époque-là, j'étais au lycée, je commençais mes premières années. Et, euh, et là, c'est un moment très très particulier puisque j'étais dans une classe, j'ai fait spé maths. Et en spé maths, en fait, je regardais le professeur, je me suis dit, mais qu'est-ce que lui va m'apprendre de tangible pour que je m'en sorte dehors? Et là, à cette époque-là, avec ma mentalité de l'époque, je me suis dit, il va rien m'apprendre que je vais pouvoir appliquer. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu une opportunité dans l'événementiel sur lequel, en fait, c'était créer une soirée. La chance, c'est qu'on le faisait de manière non officielle avec des amis, dans des appartements, etc. On faisait des soirées. Et puis, on a eu une opportunité, je l'ai saisie et j'ai réussi à convaincre un patron d'établissement de nuit de pouvoir nous faire confiance. Et là, j'ai créé un premier événement, on a fait carton plein, j'ai créé une marque, j'ai commencé à faire du design, j'ai commencé à apprendre un peu tous ces métiers et finalement de la communication. Et je me suis jamais dit que mon âge était je dirais, limite ou quelque chose parce que dans les standards classiques, c'est bon, t'as 15 ans, t'as encore ton acné, t'as même pas encore mué, donc reste à ta place. Mais Ouais. finalement, pour moi, je calculais pas ça. Pour moi, j'étais pas dans une réalité, je dirais, standardisée, normalisée. Ouais, ouais, là, le conventionnel, t'étais pas dans le Pas conventionnel. du tout. Mm. Pour moi, tout était possible. Et puis, en fait, j'ai commencé par ça. J'ai eu la chance. C'était T'étais vraiment déjà à l'américaine, في دماغك. je sais pas si j'étais à l'américaine. Je pense que j'avais un tel besoin d'expression Ouais. que je trouvais pas à l'école, que je trouvais pas dans le système. J'avais un besoin d'apprentissage très très fort et je pouvais pas le trouver dans un boulot standard. Même si j'avais postulé en tant que stagiaire dans des trucs, on m'aurait dit ah non, c'est pas forcément possible, etc. Et finalement, bah, ces opportunités m'ont amené à d'autres opportunités dans le monde de l'événementiel et de la communication. Et donc, j'ai développé en fait ma société de communication et d'événementiel à ce moment-là. Et j'ai fait d'événement en événement. Et puis finalement, j'ai commencé à reprendre une partie de la direction artistique d'un club qui fait 4000 mètres carrés.
Et j'ai Incroyable. fait درت حفلات de À ne 2000 pas en finir. de 2000 à 4000 personnes, David Guetta, Karl Cox, etc. Et moi, ma force, je dirais, à cette époque-là, c'était vraiment, tu sais, c'est pour te montrer aussi ce côté, quand tu disais le personnel et le professionnel, là, tu vas voir qu'il y a un lien. C'est que dans le professionnel, quand je faisais ça, je me dis, mon credo, c'est réenchanter le quotidien des gens. Mhm. Parce que tu dois avoir une vision et donner du sens à ce que tu fais. Et pour moi, je me disais du lundi au jeudi, les gens, ils travaillent, ils sont un peu, voilà, dans leur quotidien. Et puis finalement, moi, ma mission, c'était de les faire rêver, de faire en sorte qu'ils passent un beau moment, etc. Et donc, j'étais dans ce courant-là. Et j'ai monté ma société, donc à 18 ans, dès que j'ai pu, officiellement, au registre du commerce, etc. Et puis, j'ai commencé à développer. Mais c'est vrai que ma force, c'était cette capacité à comprendre les tendances, à les anticiper et utiliser, en fait, la vidéo, le design, le développement, les médias pour pouvoir fédérer autour d'un concept. Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et pour répondre à ta question, l'élément vraiment fondamental que j'ai trouvé ici, c'est tout est possible. Même si on te dit que c'est pas possible. Alors peut-être Mhm. que c'est très à l'américaine ce que je dis, mais en réalité, je le dis comme ça très ouvertement. Si j'avais écouté la norme et suivi les standards classiques, aujourd'hui je serais Je serais pas là. pas là où t'es. Impossible. Ouais, 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 je suis Avec, d'accord. en fait, j'ai toujours été très déterminé. J'ai jamais pris ce qu'on appelle la réalité. J'ai construit ma propre réalité, quitte à parfois être obsessionnel dans ce que je faisais. Mais pour moi, ce que je voyais dans mon esprit, bah, je le voyais dehors. Et il y avait que ça qui existait. Donc, j'ai réussi à, honnêtement, à cet âge-là, je faisais entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Donc, Énorme. c'était Pour un énorme. gamin de 15 ans. Et ça, ces sommes-là, j'ai commencé à les faire à 17, 18 ans. Ok. Et donc, C'est déjà très très bien, quoi, à et cet âge-là. c'est une boîte que j'ai arrêtée à 20 ans. À 20 ans parce que, T'as déjà خدمتي وساليتي à 20 ans, tu vois. ouais, bah, en même temps, je faisais mes études aussi à côté. Je suis parti à Ouais, ouais, bien sûr. l'université. J'ai fait économie gestion, etc. Mais j'ai toujours eu un job à côté, quitte à, bah, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt sur les finish lines. C'est-à-dire, je me dis, quand j'ai commencé l'événementiel, mon père, j'ai été le voir et il me dit, je m'en souviendrai toujours. Tu es venu me voir et tu m'as dit, papa, laisse-moi entreprendre parce que ça me permet déjà de faire mon CV pour avoir beaucoup plus de chances de réussir. Donc je savais déjà que le système de l'emploi, il était déjà dysfonctionnel et qu'il me fallait Oui. quelque chose en plus. Donc c'est ce que j'ai fait assez tôt et je dirais que ça a été vraiment un moment qui m'a permis de fonder ma manière de fonctionner et j'ai allié les études avec, quitte à entre guillemets, être absent 3 mois sur 9. Je me disais l'essentiel, c'est de pouvoir performer au moment où on me le demande, donc aux examens. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai arrêté cette société à 20 ans parce que je me projetais déjà à 20 ans. Tu me diras, c'est très bizarre, mais c'est ma mentalité. Je me disais à 30, 32 ans, si j'ai une femme et des enfants, j'ai pas envie de partir de la maison, que les enfants te disent ah, tu vas où papa? Ah, je vais en boîte de nuit. C'était pas du tout mon style de vie. Le monde de la nuit, ça a été une opportunité, j'ai réussi à le saisir. Mais par contre, ce que j'ai vu à travers cette expérience, c'était la puissance du digital Ouais, et ok. la puissance des médias. Et c'est deux choses que je voulais vraiment développer parce que quand justement de manière officielle j'ai entrepris et lancé les événements, j'avais 18 ans et à 18 ans, c'était en 2009, tu avais Facebook qui commençait, il n'y avait pas toute la logique d'algorithme, de publicité, etc. Donc Hmm. il y avait tout un champ que j'ai testé et je me suis rendu compte de la puissance du digital et des médias. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'aille me former au digital. Et là, j'étais à Paris, me former dans une business school qui s'appelle Sub de Web, où là, j'ai été formé en fait au métier du digital. Et donc voilà, après, je peux longtemps parler, mais je vais te laisser Ouais. poser tes questions, c'est mieux. Non, il y a pas de souci. Dartiela, en fait, tu as parlé du fait que tout est possible. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais juste un peu le souligner pour les jeunes qui nous écoutent, peu importe où, dans quelle étape ils sont. Mais en fait, vraiment, l'entrepreneuriat, il te permet de casser ce que le monde du salariat ou le monde conventionnel, comme tu dis, nous enseigne et nous apprennent. Parce qu'en fait, quand tu es salarié, bah, tu sais que tu vas monter maximum tu vas avoir une promotion, tu vas monter maximum d'une marche.
Ouais, Alors que dans l'entrepreneuriat, tu peux faire des trucs juste incroyables et aller chercher des gens. Je sais pas, moi je me rappelle la première activité que j'avais lancée. J'ai parlé à Xavier Niel, il m'a répondu en moins de 10 heures. J'ai dit putain, c'est possible ça? Alors que en fait, c'est ce qui m'a mais ouvert les yeux de dire que tout était possible. tu vois, ce que je veux souligner, moi, c'est un peu mon paradigme. Je pense pas que tout le monde soit entrepreneur Mhm. dans la logique classique. Moi, ma définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Une mère de famille, c'est une entrepreneur. Un père de famille, c'est un entrepreneur. Un salarié, c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui crée sa propre boîte, c'est un entrepreneur. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention entre le mot entrepreneur qui est aujourd'hui juste lié à t'as créé ta boîte, tu es entrepreneur. Moi, je crois pas du tout. Construire une vie, c'est entreprendre. Et je pense que c'est Clairement. cette philosophie-là, en fait, qui est importante. Parce que je pense pas que tout le monde soit capable de monter une entreprise. Je pense qu'il y a des gens qui ont ce caractère, peut-être pour monter des entreprises. Certains sont bons à monter des projets, d'autres sont très bons à contribuer à un projet en étant Ouais. employés ou autres. Je pense que l'essentiel pour ceux qui nous écoutent, notamment les jeunes, c'est que entreprendre, comme toute chose, ça a un coût et ça demande un sacrifice. Si on est prêt à réaliser ce sacrifice-là et être dans une logique obsessionnelle par rapport au projet, d'accepter de façon de parler, manger des pâtes pendant 3 ans, le temps que ça se décolle, il faut accepter, en fait, si tu veux, de lâcher son confort, d'être dans une certaine forme d'inconfort et de précarité. Quand je parle de précarité, c'est au niveau global, hein, c'est pas uniquement matériel. Moi, je suis pas du tout. C'est là où tu vois aussi mes valeurs. Pour moi, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, quand je parle de précarité ou d'inconfort, c'est une précarité, un inconfort psycho-émotionnel, Mhm. psychologique, physique, et puis potentiellement financier. Bien Mais sûr, encore bien une, sûr. mais encore une fois, tu vois, c'est comme ce qu'ils disent, tu as la vallée de la mort, tu as l'apprentissage, etc. Mais c'est pas forcément les plus déterminés qui réussissent parce que tu peux être déterminé, être sur un mauvais marché avec une boîte qui n'a pas de business model et ça fonctionnera jamais, ou tu peux être très rêveur et finalement tu n'arrives pas à exécuter. Mais pour moi, c'est pas forcément la question. La question, c'est quelle chance aujourd'hui notre société laisse au développement et à l'épanouissement des gens pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes? Et la réponse est très peu, parce que c'est extrêmement normé, parce qu'on court après le chiffre d'affaires, parce qu'on court après les heures, parce qu'on court après l'efficacité. Et généralement, le système comme il est conçu, alors je ne suis pas du tout anti-système, mais en revanche, le système comme il est conçu aujourd'hui au niveau corporate C'est ou un autre, constat, en fait, ouais. c'est une hiérarchie qui est pyramidale, qui peut être intéressante, mais malheureusement, cette hiérarchie pyramidale, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti de France extrêmement rapidement, c'est que c'est pas les meilleurs qui sont en haut. Il y a des plafonds de verre qui sont énormes, donc si tu as de la force, tu arrives à en péter un ou deux. Mais Mhm. par contre, pour développer, pour aller tout en haut, c'est très difficile. Et du coup, tu subis l'injustice. Et cette Ouais, injustice fait que tu arrives plutôt dans un marasme psycho-émotionnel qui fait que tu n'arrives pas à te développer en tant que tel. Donc, ceux qui, par exemple, trouvent la liberté dans l'entrepreneuriat et disent je suis prêt à accepter et à sacrifier certains éléments importants pour pouvoir émerger en tant que personne, et pouvoir designer la vie que je souhaite et me donner les moyens de mes ambitions, alors ceux-là, ils vont commencer à entreprendre. Mais je dirais que moi, c'est la raison pour laquelle j'entreprends. C'est que mhm, je bien vais sûr. être très honnête avec toi. Dans ma vie, à certains moments, j'ai postulé, j'ai jamais été pris nulle part. Quand généralement j'ai eu des entretiens, soit je faisais peur, ou soit on me disait écoute, on va te filer des Excel à remplir toute la journée. Certains Ouais. auraient dit ah mais moi j'ai besoin de remplir mon frigo, il faut que je mange, je vais accepter. Moi j'aurais dit non, je suis désolé, je suis fait pour quelque chose de plus grand. J'ai pas la possibilité de passer mon temps à faire des Excel. Ça va rien m'apporter dans ma vie. Et donc on pourrait croire que c'est très arrogant, prétentieux. Mais Mhm. façon de parler, si tu te donnes pas de la valeur, personne te donnera la valeur. Donc, Exactement. une, Exactement. une, enfin, une idée, une philosophie que je partage. Et je suis pas du tout pour dire que tout le monde peut être entrepreneur. Oui, tout le monde peut être entrepreneur dans la capacité de créer des projets de vie. Bien Par sûr, contre, ouais. une entreprise, encore une fois, il y a aucun mérite à être entrepreneur. C'est un truc où tu te sacrifies énormément, tu as très très peu de reconnaissance.
Il faut avoir Honnêtement, l'envie de le faire, il faut avoir l'envie de se casser la gueule tout le temps et être seul, être être seul. Oui, incompris, bien sûr. passer comme on dit, comme Jésus, 40 ans dans le désert. Il faut accepter tout ça. Il faut Ouais, accepter d'avoir peur, il faut accepter d'avoir le doute tout le temps, il faut accepter d'avoir toutes ces émotions et tous ces sentiments. Alors que de l'autre côté, oui, tu peux être dans le monde corporate, tu as ton petit confort. Après, confort matériel, oui. Par contre, parfois, tu peux être un peu broyé dans tes émotions. Par contre, il y a des gens qui, dans le corporate, sont extrêmement heureux. Et c'est pour montrer qu'en fait, il y a 15 000 voies. Je pense que, il y a pas de moi, bonne réponse. non, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que, comme on dit, il y a jamais de bonne réponse que des bonnes questions. Et je Ouais, pense qu'une des bonnes questions, c'est de se dire, est-ce que je suis bien là? Est-ce que ça me représente? Est-ce que ça me permet de pouvoir évoluer en tant que personne? évoluer, Ça, c'est le plus exactement, important. par rapport à l'évolution. Et du coup, en passant par l'évolution, ça me fait une très belle transition. Qu'est-ce qui t'as décidé de sortir de la France après, à quel âge du coup? 21 ans, je suis parti. À 21 ans. Donc, t'as fermé ta boîte pour sortir. C'était quoi l'histoire? Qu'est-ce Non, qui a fait le honnêtement, trigger? concours de circonstances, je te fais l'histoire en bref et puis je t'explique pourquoi je suis parti. Donc à 20 ans, j'arrive dans cette école qui forme au digital. Ouais. Normalement, c'était 6 mois de cours, 6 mois de stage, la première et la deuxième année, et la troisième année, on était sur une alternance. À ce moment-là, en fait, j'étais dans les études et en même temps, j'ai trouvé un stage dans les médias parce que à l'époque, quand je faisais l'événementiel de la communication, les médias, c'était quelque chose de flou, donc je voulais rentrer dans une boîte. J'ai été dans une chaîne télé du groupe Canal+, qui avait besoin de créer ses assets digitaux. Et puis moi, en fait, j'étais vraiment là à regarder comment ça se passait, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et puis j'avais mes études à côté. Et, Ouais. euh, et là, en fait, à un moment donné, tu verras, il y a une interview sur Libération par rapport à cette école et puis 3 élèves, dont moi. Et je suis déjà en train de dire, à l'époque, comment dire, la polémique des pigeons avec les entrepreneurs français qui se plaignaient, etc. Et puis moi, j'étais Mhm. déjà dans ce truc-là en disant, bah oui, la France n'a pas compris de comment valoriser les entrepreneurs. Il faut pas s'étonner que les gens partent à l'international. Et du Mhm. coup, il s'avère que 2 mois plus tard, j'ai eu une opportunité pour contribuer à l'ouverture du bureau moyen-oriental d'une agence parisienne de publicité qui s'appelle Buzzman, qui est vraiment l'une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer les patrons qui, du coup, m'ont fait confiance et m'ont dit, écoute, tu vas partir avec 2 autres personnes au Moyen-Orient, à Dubaï, pour créer les bureaux, monter les trucs et puis développer la boîte. Puis je me suis retrouvé à Dubaï, où très honnêtement, à l'époque, je parlais pas anglais, parce qu'en France, l'anglais qu'on t'apprend, c'est pas du tout l'anglais de la vraie vie. Du coup, j'étais dans un certain inconfort, mais j'ai dû apprendre l'anglais sur le tas. Et puis au bout de 3 mois, c'est bon, je parlais anglais. Je me suis occupé de plein de choses là-bas. On a vraiment développé Ça t'a fait peur de qu'ils t'ont catapulté comme ça dans un monde inconnu par Alors, rapport à toi, ton Marocain, né, grandi en France. C'est quand même très différent. Enfin, c'est deux mondes. honnêtement, là-dessus, j'ai pas eu peur parce que Ok, كاين شي حاجة عندنا, c'est l'adaptabilité. ok, Les clairement. Marocains, les Marocains, on est diplomates, on est extrêmement flexible et on s'adapte aux circonstances. C'est Ouais. vraiment un truc que moi je vois dans Be notre. water. C'est un peu ça. Et moi, si tu veux, en tant qu'entrepreneur déjà à l'époque, parce que j'avais entrepris, je partais à Paris, etc. J'ai dû m'adapter, j'ai dû trouver mes propres ressources. Et quand je suis parti à Dubaï, moi, encore une fois, j'ai pas vu ça comme une difficulté d'être jeté dans l'eau et puis apprendre à nager. Je me suis dit, écoute, t'as pas le choix, tu as des ambitions, tu veux pouvoir être un entrepreneur non plus régional, français, etc., mais un International. entrepreneur international. Et donc, je me suis simplement, entre guillemets, Mise à l'exercice. je me suis retroussé les manches et puis, comme dirait l'autre, j'ai mis un peu d'huile de coude. Et puis finalement, bah, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, Ouais. tu bosses, je Mais c'est bossais une 4. super expérience de vivre très jeune Ah, c'était une exceptionnel. expatriation, quoi. En plus, j'étais en 2012 à
à Dubaï, donc c'était encore le nouvel Eldorado, c'était exceptionnel. Mhm. J'ai le boss de la boîte au Middle East, c'était aussi un Marocain. Donc ça, c'était super. J'ai une amie qui était aussi là, qui est libanaise. Et donc, il y a eu cette générosité orientale qu'on a chez nous. Donc, je me suis pas senti déraciné. Par Mhm. contre, oui, j'ai bossé 14 heures par jour, je bossais 7 sur 7 parce que je savais que je devais rattraper un certain wagon. Et puis voilà, au bout de 3 mois, je parlais anglais couramment parce que je geekais les séries anglais. J'étais sur Duolingo tous les jours. J'essayais de prendre les emails de mes boss et puis de regarder, de lire, etc. Et Mhm. puis finalement, j'ai eu aussi à charge en fait le développement, le newbies, donc le développement commercial pour avoir des nouveaux clients. Donc là, c'était très drôle. C'est un truc que j'ai adoré, mais je parlais pas extrêmement bien anglais. Je faisais mes mails déjà de discours, j'appelais les gens. Donc Mhm. des CMO, CMO de PNJ, CMO de HSBC, etc. Puis je pitchais mon truc. Ouais. Et j'arrivais à avoir une conversation avec eux, je leur envoyais l'email, on avait rendez-vous la semaine d'après avec eux, et donc enfin, tout était encore possible, tu vois. Puis j'ai géré ces clients, j'ai géré des clients comme P&G, j'ai géré des clients comme HSBC, Mondelez, etc., qui sont des multinationales, et c'était hyper intéressant. Et puis vu que j'avais une expérience dans les médias, le directeur général de Buzzman Middle East m'a dit écoute, crée le département RP. Donc, je me suis occupé du département RP. Et puis, Mhm. ça s'est développé. Et puis, en un an et demi, on est passé de 3 à 15 avec Philippe Maurice International, HSBC, Mondelez, P&G avec Pantene et Head Shoulders qui étaient les plus gros budgets de la région. Donc, en soi, on opérait partout. J'ai même voyagé pour la boîte, etc. Donc, me suis adapté. Et puis finalement, après, j'ai vite fait le tour et je me suis dit, mais Mais là, il- tu étais déjà dans une sorte d'intrapreneuriat super large, quoi. bah, c'est Où tu ça, parce que avais beaucoup de choses qui étaient possibles et que tu avais pas mal de marge de manœuvre. bah, complètement, parce que si tu veux, Thomas Granger, qui est l'un des associés de Buzzman qui s'occupe de la stratégie et qui m'a recruté pour le coup, m'a dit, écoute Tariq, on a besoin d'un couteau suisse. On a besoin d'un 4x4 tout terrain. Ouais, faut que tu saches Et tout en fait, faire. on a eu l'entretien et je vais te dire exactement ce qu'il m'a dit. Hein, Il m'a dit, tu connais rien à notre industrie, mais ton énergie, ça me donne envie de te faire confiance. c'est Et en libre. fait, j'ai passé 2 mois à Paris, ensuite je suis parti là-bas. Et puis de zéro, on a tout construit de zéro. D'ailleurs, quand on a posé nos valises, on venait de perdre le seul client qu'on avait qui était Durex. Donc on avait, dans le PNL, Comme on ça, avait vous plus, commencez vraiment de zéro. exactement, dans le PNL, on était plus sur du P que du L. Tu vois, enfin, on était plus sur du L que du P, pardon. Et donc voilà, on a commencé comme ça, dans une certaine forme d'adversité, mais par contre dans une richesse, je dirais, dans les interactions qu'on avait. Et puis la boîte a beaucoup grandi, je voyais plus trop ma place là-dedans, et puis j'ai monté ma boîte où j'accompagnais des entrepreneurs français à s'implanter au Moyen-Orient. J'ai fait ça Ouais, pendant un an et demi. Puis ensuite, je faisais beaucoup Paris, Genève, Dubaï. Alors, c'est peut-être la vie rêvée pour certains, mais moi, j'ai trouvé que j'étais un peu en mode mercenaire. Tu es toujours entre deux avions, etc. Et c'est pas forcément hyper ouais. stimulant, je dirais, au niveau relationnel et tout. Et puis finalement, en fait, à Genève, j'ai rencontré les personnes qui allaient être mes futurs associés, qui m'ont demandé de les rejoindre dans une startup qu'ils avaient pour vraiment développer la partie growth de leur boîte, des partenariats, la publicité, le marketing, etc. Finalement, je les ai rejoints. Assez rapidement, la startup n'a pas forcément trouvé son business model. Et puis là, je leur ai dit, écoutez, moi, j'avais une boîte de consulting où j'étais entre l'Europe et le Moyen-Orient. Je vous propose qu'on s'associe et puis il y a déjà tout le business model, la finance, etc. Finalement, ils m'ont dit, OK, bon, on va pivoter là-dedans. Et on a créé une agence de communication à mi-chemin entre le consulting et le monde de la communication. Et on a eu cette boîte pendant 5 ans. Dès le premier mois, on était rentable. Et au bout de 5 ans, finalement, elle s'est fait racheter par un Incroyable. groupe de communication et de consulting qui s'appelle Digital Luxury Group à Genève. Et puis voilà, après, c'était le Covid en 2020, j'ai pris quelques vacances. Et puis après, rebelote, je suis reparti sur mon cheval On d'entrepreneuriat repart.
Je suis une pile électrique, j'ai besoin de bouger. Et du Ouais. coup, j'ai monté ma boîte de consulting. Et puis là, il y a pas mal d'autres boîtes qu'on a montées parce on a la vision de créer un groupe de communication verticalisé avec Mhm. justement en ayant toutes les capabilities, je dirais, pour finalement servir des clients de A à Z avec des sociétés spécialisées. Donc avec le consulting, la vidéo, le contenu, mais c'est des sociétés indépendantes à part entière avec des personnes qui les gèrent derrière, qui sont vraiment des spécialistes. Et ça, c'est vraiment complètement différent de ce qui se fait, je dirais, soit agence, soit consulting. Là, on a une boîte de consulting qui fait que du conseil, qui définit Mhm. les programmes, les roadmaps stratégiques, vraiment qui connaît les finances, les opérations, la structuration pour qu'au niveau communication et marketing, il y ait quelque chose qui soit vraiment cohérent et qui a un impact. Et puis de l'autre côté, on a des capabilities de production où là, bah, il y a des sociétés de vidéos qui sont spécialisées là-dedans avec des vidéastes, des motion designers, des VFX spécialistes, etc. Et puis de l'autre côté, une boîte éditoriale où là, on a des journalistes d'investigation, des brand copywriters, etc. Donc c'est tout un écosystème Énorme. avec des boîtes partenaires, de branding, de développement, etc. Mais mon point central, c'est que si on veut faire des bonnes choses et des grandes choses avec un réel impact pour les gens, pour les entreprises, il y a besoin d'avoir non pas une logique 360 où finalement on dit ah mais on a tout en interne et on sait tout faire. Finalement, c'est que tu sais pas faire grand-chose, en tout cas tu essaies de le faire comme tu peux, Mhm. versus des boîtes spécialisées qui finalement, eux, se nourrissent uniquement des ventes qu'ils font. Donc moi, la boîte Bien sûr. vidéo, elle est viable, il y a des personnes qui travaillent dedans, mais parce qu'ils sont 100% axés sur des projets vidéo. Ils ne sont pas axés sur autre chose. Donc, c'est un peu le système. Et puis ensuite, il y a d'autres activités entrepreneuriales. Et c'est aussi en fait quand tu travailles avec des agences, ils t'apportent la richesse d'avoir travaillé sur 100 ou 150 autres projets que toi, tu es juste focus sur tes trucs et en fait, tu seras jamais, tu seras jamais un connaisseur de tout quand t'es tout seul dans ton truc. Je suis totalement d'accord. C'est quoi le... Là, j'ai l'impression que ta dernière boîte, du coup, enfin ta boîte actuelle, elle est un peu... T'as ramené un petit bout de puzzle de chacune des anciennes Complètement. entreprises. Complètement. En fait, si tu veux, j'ai fait de la communication et de l'événementiel. Donc, il y a la communication. J'ai fait des médias. Donc, il y a des médias. J'ai fait du consulting, donc il y a du consulting. J'ai fait de la publicité avec Buzzman, avec des grands comptes. Du coup, c'est ce que j'amène aussi, le côté publicitaire. Donc en fait, c'est vraiment la somme de toutes ces expériences, de tout ce know-how que j'ai finalement réussi à réunir autour d'entreprises qui sont spécialisées. Et la chance, c'est que j'ai évolué dans énormément d'industries. J'ai Ouais. évolué dans la finance, dans les métaux précieux, dans la banque privée, dans le retail, etc. Donc sur des niveaux qui sont très différents, surtout sur des niveaux internationaux. J'ai fait des restructurations, j'ai fait des levées de fonds, j'ai fait des expansions dans plusieurs pays, du développement international. Donc c'est des choses en fait que j'amène, c'est un bagage que j'amène. Et c'est la raison pour laquelle on a des sociétés qui sont différentes Mhm. parce que en fait, c'est impossible de tout réunir en une seule chose, en une seule entreprise. Il faut un Mhm. groupe avec des entreprises spécialisées qui peuvent apporter chacune à leur tour, à un moment donné, leur expertise pour un projet qui puisse répondre en fait aux besoins actuels d'une entreprise. J'ai profité de t'avoir avec moi, Tarek, parce que on se disait en off tout à l'heure, ça fait plus de 2 ans peut-être qu'on s'est pas parlé. C'est que je pense que ça peut être super intéressant vu que tu as travaillé, ça peut peut-être inspirer des gens, même si comme on a dit, ils peuvent pas être peut-être entrepreneurs, mais ils peuvent toujours aspirer à faire des projets quand même. C'est l'installation ou amener une entreprise à l'international. C'est quoi les points que on te donne aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que tu peux nous partager dans ton expérience? On te donne une boîte que, je sais pas, elle est née en France ou au Maroc ou peu importe, et j'ai envie de l'emmener par exemple au Moyen-Orient. C'est quoi les points sur lesquels je dois me concentrer, ce que je peux regarder, que peut-être 3 points ou 5 points que tu imagines qui sont intéressants pour me dire, ok, je suis capable de d'amener cette activité là ou cette entreprise là vers l'international et comment je le fais ou avec qui je m'entoure. Alors, elle est intéressante ta question. La seule chose, c'est que tu as des scénarios extrêmement différents suivant Mhm. la taille de ton entreprise. Ok, Mais je te donne un scénario classique. ouais, le plus Euh, classique.
Généralement, ça répond toujours aux piliers d'une entreprise. Tu as le pilier financier, opérationnel et marketing et communication qu'il faut prendre en considération. Généralement, en fait, sur la partie finance, c'est juste de définir si ton business model et donc la structuration de ton offre, tes marges, ton prix sont en phase avec le marché. Et donc, forcément, t'as une analyse, en fait. Tu dois avoir une analyse et faire une analyse. Tu n'es pas obligé de passer par des cabinets de conseil pour savoir exactement comment le marché peut réagir à ton offre, qu'est-ce que la concurrence fait, etc. Simplement pour être sûr que ça puisse fonctionner. La Mhm. deuxième chose, d'un point de vue opérationnel, tu vas aussi voir comment ça fonctionne, mais tu vas voir comment ça fonctionne avec des gens qui sont locaux. Moi, je pense que je vais pas dire que c'est impossible d'opérer dans d'autres pays parce que tu peux avoir, tu peux avoir un e-commerce et puis vendre au Maroc, aux États-Unis, en Chine. C'est pas trop un souci parce que tu vas répondre sur une logique vraiment transactionnelle. Mais je Mm. parle, moi, d'entreprises, de grosses entreprises, des entreprises qui ont vraiment des ambitions de devenir potentiellement leader dans un nouveau marché. Je Exactement. pense qu'il y a une notion de réseau qui est très importante. Quand je dis réseau, c'est réseau local pour capter les insights, réseau en termes de framework légal, donc avocat, fiscaliste, ce genre de personnes. Mm. Et puis ensuite, bah, c'est le recrutement. Moi, je pense sincèrement que si tu veux te développer dans un pays, il faut que tu puisses avoir un general manager ou même quelqu'un qui connaît extrêmement bien le Mm. pays, qui a la capacité de pouvoir te donner de l'insight en disant ouais, mais là, si on adaptait ça de telle manière, ce serait beaucoup mieux. Tu verras que en fait, les 80% de ton business ne vont pas changer, mais la personne va t'apporter 20% qui va avoir 80% d'impact. Mm. Par Donc tu exemple, parles d'un general manager qui doit être du coup local, sur lequel il exactement. faut s'appuyer. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de scale-up françaises, par exemple, qui, euh, Ouais. qui ont ouvert aux États-Unis. Ils ont toujours pris quelqu'un de local. Toujours. Parce que si tu Mm. veux, tes opérations, ton SIA, ton SEO, tes publicités Facebook, Instagram, tes billboards, etc., tu peux les faire à distance. Mais par contre, quand tu as quelqu'un de local, et je prends l'exemple du Maroc, parler avec les Marocains, c'est même pas la même chose que parler avec les Français. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas la même chose que parler avec les Français, c'est pas la même chose que parler avec les Suisses. Ça n'a rien à voir. Il y a des barrières à l'entrée qui sont des barrières culturelles. Il y a que quelqu'un de local qui est natif dans ce pays-là qui a la capacité de pouvoir te transmettre ces éléments. Mhm. Ensuite, l'autre Mhm. chose, c'est que plus vite tu testes, mieux c'est, parce que tu arrives à avoir de la data, donc tu n'es pas obligé d'avoir tout de suite la machine de guerre, il faut juste y aller et tu t'adaptes. Et ensuite, je pense qu'au niveau communication et marketing, tu dois avoir un framework qui te permet de tester vite, mais qui te permet aussi de tester de manière qualitative. C'est-à-dire que tu peux produire un premier batch, tu peux promouvoir les choses sur 3 mois, tu as assez de data, mais de l'autre côté, par contre, tu dois avoir une image extrêmement qualitative, produire au volume, avoir cette capacité en fait de pouvoir déployer à large échelle, toujours en faisant en sorte, pardon, de, de, de- d'avoir un alignement entre ce que tu es vraiment et ce que tu veux montrer aux gens. Et ça, c'est Mm. Mm. à partir de là, après, il n'y a pas de secret, tu t'adaptes aux circonstances. Tu vois tout de suite, est-ce que tu as un marché, pas un marché. Mais moi, je pense que dans un business de manière assez naturelle, tu vas vouloir déployer ton modus operandi où tu as l'habitude. Sauf qu'il faut que tu puisses connaître les insights locaux pour pouvoir faire évoluer ton offre et ta Mhm. manière de fonctionner. Ensuite, tu dois avoir une compréhension extrêmement fine du framework légal et financier du pays. Ça, c'est extrêmement important. Et la troisième partie, c'est que tu dois vraiment commencer à avoir des contacts qui puissent être institutionnels. Quand je dis institutionnel, ça peut être politique ou ça peut être vraiment vis-à-vis des représentants, ça peut être les chambres de commerce, ça peut être autre, parce que ça te Mm. donne tout de suite un cadre et ça te permet d'être dedans. Top. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu pourrais partager comme, pas je dirais mauvaise expérience, mais peut-être pire truc que tu as vécu en expatriation?
Tu dis c'est un cauchemar, c'est quoi ce truc qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, il y a par moments parfois des J'ai jamais eu situations. ça. Ok, J'ai jamais eu ça, j'ai jamais senti ça. Par contre, je peux te dire pays par pays ce qui m'a frustré. ouais, Ça, allez, je peux vas-y. te le dire. On peut parler de frustration alors. Euh, la France, la plus grande frustration, c'est que les plus brillants ne sont pas forcément tout en haut. Visible, ouais. Ouais. C'est pas forcément visible. C'est juste, en fait, c'est pas un pays qui valorise le talent. C'est comme j'ai dit, c'est un pays de plafond de verre. Donc tu peux être bon, tu peux bosser, tu vas toujours en avoir Bien. un qui Bien sort. pour Non, toi. mais si, tu vas toujours en avoir un qui sort sur 1000. Et encore, Ouais. c'est gentil. Mais c'est un pays qui, on parle d'égalité des chances, mais j'y crois pas trop. Ça, c'est la plus grosse frustration. C'est la raison pour laquelle je me suis expatrié. Hmm. Le Moyen-Orient? Moyen-Orient, alors c'est là où tu vois, par contre, la chance d'être en Europe et la chance d'être en France, c'est que Ouais. la France, par exemple, c'est un État social. Donc tu travailles, tu cotises. Si il t'arrive quoi que ce soit, tu as un filet qui s'appelle le chômage, vraiment, Ouais. potentiellement. Et puis, autre chose, c'est que l'éducation est développée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont gratuites où les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Au Moyen-Orient, l'une des frustrations que je pouvais avoir, ou une certaine incompréhension, c'est qu'en fait, c'est un État extrêmement libéral, ce que je peux comprendre, mais du coup, tu n'as pas du tout ce système de cotisation qui fait que si tu ne réussis pas, bah, en fait, Dans ta gueule. c'est toi qui te crée ton propre filet. Sauf que quand tu es jeune, par exemple, comme moi, quand j'y suis allé, bah, et t'as pas papa, maman derrière, t'as personne, tu dois te démerder. Donc, en fait, ça te donne, à la fois, ça te donne ça te met du plomb dans la tête, mais Bien sûr. en même temps, c'est une réalité qui est extrêmement difficile. C'est un peu la même réalité que les Américains. Tu t'es viré, tu prends ton carton, et puis, si t'as de la chance, t'as un peu d'argent, tu vas dormir dans un motel, et puis, si t'as plus d'argent, tu dors dans ta voiture avec tes affaires, même si t'as des gosses en bas âge. Et ça, en termes de valeur, j'ai beaucoup eu de mal. Hein. Même si, voilà, Tu l'as pas vécu non, je nécessairement, l'ai pas mais vécu, mais c'est toujours un truc où, entre guillemets, tu te réveilles le matin, tu te dis, ah, j'ai un risque comme si j'étais un entrepreneur. Donc après, hmm, ça t'apprend une certaine discipline financière, mais au Moyen-Orient, surtout à Dubaï, la ville, elle est designée pour que tu dépenses ton argent. Donc du coup, c'est extrêmement difficile d'avoir un juste milieu entre sortir, s'amuser et puis mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est quand même assez. J'ai trouvé ça très étrange et ça peut être potentiellement problématique. Par contre, c'est un hein. pays où à l'époque où j'y étais, tu bosses, tu y arrives, tu t'es reconnu et tu arrives à pouvoir évoluer assez rapidement. La Suisse, pays exceptionnel. J'ai pas grand-chose à dire sur la Suisse. C'est un pays qui fonctionne. C'est un pays où il n'y a pas de polémique comme en France. C'est un pays qui a quand même un côté social, c'est-à-dire que si tu perds ton job, tu peux avoir droit au chômage, mais en même temps, il y a ce côté libéral où tu te dis, entre guillemets, les Suisses, pour eux, c'est une honte de toucher le chômage. C'est plutôt, tu as des économies, tu utilises tes économies. Le jour où tu n'en as plus, là, tu peux demander le chômage. Et puis, je trouve qu'en termes de mentalité, c'est très, très intéressant. Une Ouais. qualité de vie qui est exceptionnelle. Les gens sont aussi exceptionnels. Par contre, il y a juste une chose, c'est que quand tu es étranger, et même pour certains Suisses, bah, comme on dit, les Suisses, c'est un peu des diesels. Tu vas pas Ok. faire ami-ami tout de suite. Hein. Quand tu es ami avec des Suisses, c'est des vrais amis. Mais c'est pas la personne que tu vas rencontrer comme je pouvais en rencontrer à Dubaï, qui sont des Américains, ils te parlent au bout de 10 secondes, tu as l'impression qu'ils te connaissent depuis 10 ans. Rien à voir. Les Bien Suisses, sûr, ouais. il y a pas ce côté, même en France, il y a ce côté un peu plus chaleureux qui est de ah, je t'ai rencontré, tu as l'air cool, viens, on a un verre chez un ami, tu peux venir, etc. En Tu Suisse, viens, ouais. c'est pas ça. Hein. En Suisse, il faut te connaître depuis 3, 4, 5 ans pour pouvoir te dire viens être Prendre un verre. quelque part. Donc, quelque part, moi, les premières années, c'était un peu difficile, mais après, par contre, quand tu es dedans, tu as des amis, la différence, c'est que la Suisse, c'est que c'est une culture. On te demande pas de t'intégrer, c'est juste que tu deviens suisse par ce côté culturel qui est omniprésent et ces valeurs qui sont des belles valeurs. Du coup, en fait, tu deviens suisse assez rapidement.
Donc voilà, mais après, sachant que moi je suis marocain de base, on est très solaire, très chaleureux. Nous, il suffit qu'on voit quelqu'un dans la rue, on le connaît pas, on va lui parler, on va apprendre à le connaître, etc. Et puis on va savoir Ouais. que, je sais pas, on descend du bus, ben on sait qu'il va faire sa vie, je vais faire la mienne. Mais du coup, ce côté chaleureux, je l'ai pas trouvé tout de suite en Suisse. Comme on dit, il faut briser la glace. Briser la glace. Ça prend Par du temps. contre, c'est un pays exceptionnel qui reconnaît la valeur travail, qui la prône, qui la promue et qui fait que si tu crées de la valeur, il te donne les chances de la créer, mais de manière réelle. C'est-à-dire, tu prends un risque, tu veux devenir entrepreneur, tu crées ta société, c'est un certain montant. Il y a ce côté administratif, mais il y a l'administratif qui marche extrêmement bien, donc ça, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment une exception dans Ça le peut changer de la France. non, mais encore la France, ça L'administratif. va. Je veux dire, comparé au Maroc, ça fonctionne l'administration française comparé au Maroc. Mais, Bien sûr. mais, mais disons que tu travailles, tu bosses, tu as tes clients, etc. Le pays va te dire, bah, c'est très bien, continue à bosser. Voici une lisibilité sur tes charges, voici une lisibilité sur ce que tu peux faire. Les gens sont carrés, les gens sont travailleurs. Voilà, après, le coût de la vie est très haut. Mais après, oui, les salaires sont un peu plus hauts, mais voilà, c'est pas beaucoup de Ça gens pensent qu'en s'équilibre. Suisse, beaucoup de gens ont l'impression que tous les Suisses sont multimillionnaires, mais c'est pas parce qu'on touche des gros salaires entre guillemets que ça veut dire que on vit mieux que les autres. On a des bonnes conditions de vie de par les montagnes, les infrastructures qui sont vraiment top. Mais en attendant, tu vois, on paye pas 1 euro la baguette ou le pain. Ici, c'est plutôt entre 3 et 4 francs. Ça n'a rien à voir, tout coûte beaucoup plus cher. Donc, je dirais, on a un équivalent avec nos voisins européens, mais la différence, c'est qu'il y a une vraie possibilité de réussir en Suisse. Si tu es travailleur et si tu as cette culture suisse et ces valeurs suisses et ces principes directeurs, je pense que tu peux vraiment faire des très belles choses. Si tu es là pour apporter, c'est un truc que j'ai trouvé en fait, comparé à la France, le Moyen-Orient et la Suisse, si tu es là pour apporter, on va t'apporter, c'est sûr. Voilà, tu Top. fournis les efforts, tu vas avoir les choses. Après, l'autre chose, c'est le Maroc. Bah, le Maroc, c'est un pays exceptionnel. Sauf que il y a deux, trois éléments. Certaines boîtes, elles payent beaucoup, beaucoup trop tard. C'est très difficile, il faut les relancer beaucoup de fois. Ouais, il y a des gros problèmes de paiement Et en puis, général au et Maroc. puis au niveau administratif, c'est pas, c'est waouh. C'est parfois le parcours du combattant, mais par contre, c'est un pays où tu as la joie de vivre, où oui, il y a des inégalités, mais en attendant, les gens, ils ont quelque chose dans le cœur, ils ont une chaleur, une... Voilà. Après, par contre, il y a beaucoup d'inégalités là-bas, donc c'est encore un tout autre sujet. Mhm. C'est quoi ton ambition aujourd'hui, Tarek? C'est quoi le big next step sur n'importe quel plan, mais c'est quoi ton ambition? Ça peut être professionnel, personnel. Là, t'as fait tellement de choses à quoi? À 32 ans? 31 ans, là, maintenant? 30, j'arrive sur mes 33. Ouais, 33 ans, donc 32 ans, t'as fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. On a l'impression que t'as 50. C'est quoi? De quoi seront faites ces prochaines années? Là, on rentre sur le volet philosophique. Pendant longtemps, j'ai travaillé pour prouver que j'étais capable et pour trouver ma place. À toi-même ou à la société ou à la famille ou à tout le Euh, monde? C'était intérieur, extérieur, c'était les deux. Ok. À la fois, c'était une nécessité pour moi de le faire pour pouvoir casser des plafonds de verre et trouver une certaine forme de liberté. Hmm. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Je suis plus du tout dans cette espèce de ce qu'on appelle la rat race. Je suis plus du tout là-dedans. Et en fait, si tu veux, j'ai plus du tout les ambitions que je pouvais avoir avant, dans le sens, tu sais, des ambitions extrêmement mentales et cérébrales, de se dire, ouais, je vais faire 50 millions et je veux devenir extrêmement riche, etc. Et comme on dit, en fait, il y a des gens qui ont 100 millions qui sont extrêmement pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes, et il Hmm. y a des gens qui ont 1000 francs, 1000 euros, et ils sont extrêmement remplis de bonheur et de joie. Et en fait, j'ai vite appris que c'était pas du tout l'argent là. Bien sûr, si tu essaies de te mettre dans un confort, c'est super bien. Bien Oui, sûr. c'est important. Je dis Ça pas que facilite la vie. ça facilite la vie, c'est clair, mais c'est pas ça qui va te remplir. Parce que moi, je pense qu'il y a trois grands récipients que tu dois pouvoir remplir dans une vie.
Je pense que tu as t'as le psycho-émotionnel, Mhm. tu as l'émotionnel, enfin le psycho-émotionnel, le spirituel et le matériel. Clairement, ouais. Et le matériel, quand je parle de matériel, ça peut être ton corps, ça peut te faire du sport, ou ça peut être l'argent, ou ça peut être... C'est plein de petites sphères qui sont là-dedans. Donc le psycho-émotionnel, le spirituel et le matériel. Et je pense que, tu vois, quand on a beaucoup de matériel, mais très peu de spirituel et très peu de psycho-émotionnel, c'est une vie qui est une vie de souffrance. Quand tu as beaucoup de spirituel, pas du tout de matériel, il y en a beaucoup qui sont comme ça, et beaucoup de psycho-émotionnel, bah, c'est super, mais des fois, tu as l'impression d'être à côté de tes pompes et tu te dis, ah, mais machin, tu vois les gens qui réussissent autour de toi, et tu te dis, ah, mais pourquoi, etc. Et moi, quand tu me dis mon ambition, c'est juste de faire en sorte que chacune de ces vasques puisse avoir le volume nécessaire à mon épanouissement. Mhm. Et en fait, c'est pas du tout, je suis plus du tout dans le résultat. Oui, tu me diras ma boîte, je peux te parler de ma boîte, des ambitions qu'on a, mais c'est une vision. C'est une vision que je nourris, sur laquelle j'ai d'excitation, etc. Après, dans mon quotidien, bah, des fois, oui, si t'as des difficultés, des choses comme ça, mais par contre, en fait, j'adore ce que je fais maintenant. Donc, en fait, Mhm. typiquement, aujourd'hui, je le dis, je posterai sûrement ça sur LinkedIn prochainement, mais première année, j'ai fait 250 000 francs de chiffre d'affaires. Deuxième année, j'ai fait un peu plus de 700 000 francs de chiffre d'affaires. Et cette année, j'ai pas de target financière. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que les clients que j'ai, on a une bonne relation, on apporte de l'impact et je me focalise là-dedans. Et puis les gens qui viendront, bah, c'est du plus, mais je veux pouvoir recevoir des gens sur lesquels on est aligné par rapport aux Mhm. ambitions, qu'il y ait un respect mutuel, un respect par rapport à ce que eux sont et donnent, et de l'autre côté de ce que moi je suis et de ce que je donne. Et je pense que c'est aussi designer d'une certaine manière sa manière de vivre. Et designer sa manière de vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, si je te réponds pas dans les 3 jours, c'est pas grave. C'est juste, c'est ma manière de fonctionner. Si tu es OK avec cette manière, marhaba. Si tu ne l'es pas, bah, ça veut dire que je suis pas la bonne personne. Il y a peut-être une personne à côté qui va te répondre sous les 30 minutes. Mais c'est pas grave. Si c'est pas fait pour moi, c'est pas grave. Enfin, je cherche pas absolument à avoir des relations ou avoir un maximum de clients, etc. Parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pouvoir créer. C'est facile de créer des choses rapidement et de les faire développer super rapidement, mais par contre, ça reste, c'est des petits feux qui s'éteignent vite. Mhm. Par contre, construire quelque chose de réel dans la durée, ça, c'est beaucoup plus difficile Difficile, parce que bien ça te sûr. demande d'avoir une discipline, de croire dans ton chemin, de ce que tu es en train de faire, de nourrir ton quotidien. Et puis potentiellement, la conséquence, elle arrivera. Tu vois, la conséquence, c'est le résultat. Et le résultat, il n'est pas entre mes mains. Les Ouais, ouais, moyens ouais. sont entre mes mains pour pouvoir vraiment travailler, faire du mieux que je peux, capter, etc. Mais ensuite, bah, je dirais, le résultat ne dépend pas de moi, donc je ne me focalise pas sur le résultat directement. Si je fais demain 2 millions l'année prochaine, enfin cette année, je vais dire, waouh, j'ai fait 2 millions. Les Berks, c'est waouh. Mais je ne dirais pas que c'est de mon propre chef. Je me dirais, j'ai testé ça a marché sur le moment. Peut-être que ça marchera longtemps, peut-être pas. Mais voilà. Et puis, comme je t'ai dit, c'est juste mon ambition, c'est de designer une vie qui me ressemble le plus, qui me nourrisse le plus, Ouais. qui me permette d'être une meilleure personne, d'apporter beaucoup de positif à mes Autour proches, de toi, ouais. aux connaissants, à mes amis, à mes connaissances, aux clients que je peux avoir, à mon D'être écosystème libre en fait. aussi. Pardon? On a parlé de liberté aussi hier. Bah, je pense, en D'être fait, libre, ça, c'est pour moi, c'est super important aussi quand on. tu sais, la liberté, moi j'ai compris ça, c'est la liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est de faire ce qui est le plus important pour nous et de se sentir capable de le faire. Clairement, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, bah voilà, tu peux te dire, ah, mon projet, c'est d'aller en Amazonie, de construire une maison. Bah, ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et puis, si tu as envie de le faire, tu vas le faire. Et puis, c'est pas grave, t'as pas à te comparer à ceux qui sont à côté. Ah, mais regarde, lui, il a levé 100 millions. Maintenant, sa boîte, elle vaut 1 milliard. Mais moi, j'aimerais pas leur fardeau. J'aimerais pas, encore une fois, d'autres personnes qui disent, ah, mais moi,
j'ai pas envie d'entreprendre, je préfère rester employé. C'est pas non plus ma vie. Mais ce que je comprends, c'est que chacun d'entre nous, on a des ambitions, on a des volontés, on a une vie qu'on a envie de designer d'une certaine manière. Et Mhm. puis, il faut pouvoir y aller, c'est tout. Moi, c'est ce que je cherche, c'est ce que j'entretiens, c'est ce que je cultive. Je me rends compte que quand je te dis que c'est une discipline, c'est comme un muscle. Tu sais, quand tu vas jamais à la salle de musculation ou la salle de sport, bah, le lendemain, tu as des courbatures. Mais par contre, quand tu as une discipline et tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, bah, tu arrives à te développer dans ton sport et à être encore plus épanoui. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes, surtout de nos jours. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Tarek? Ce qui m'inspire aujourd'hui, pour moi, c'est la voie soufie. La voie soufie, la voie ésotérique, parce qu'en fait, c'est tellement puissant, ça regroupe tout. En fait, ça a pas de nom, en même temps, ça en a un, mais ça peut être paradoxal. Tu vois, je le retrouve dans la philosophie stoïcienne, je le Ouais. retrouve dans d'autres choses, la Kabbale, par exemple, sur le courant juif, par exemple. Tu le retrouves aussi dans la chrétienté où il y a des récits spirituels. Et je pense que c'est ouais, c'est un beau cadeau et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir cultiver. C'est quelque Comment tu chose le qui, nourris aujourd'hui au milieu de toute ta vie familiale, ton business, je ton sais, ambition, comment tu arrives à nourrir je ce sépare, côté-là? en fait, je sépare rien. Je sépare rien parce que là, on rentre dans la philosophie, mais je sépare rien parce que je ne me sépare pas. Et Ouais. en fait, Bah, en le, tout cas, dans le soufisme, c'est l'unicité. On est sur c'est ça, en l'unicité. fait. Et je pense que quand on parle de cette unité, de cette unicité, moi, si tu veux, il faut cultiver, il faut cultiver son terrain intérieur. Quand tu le cultives, du coup, bah, tu es bien et tu prends des moments de plaisir avec ta famille, avec ta femme ou ton mari, avec tes collègues de travail. Ça ne veut pas dire que c'est idyllique. Ça veut dire que la vie, elle t'apprend des choses et du coup, dans des moments de difficulté, dans des obstacles, dans des contraintes, dans des frustrations, c'est des émotions qui sont des nuances, les nuances de couleurs d'un tableau. Et donc, tu comprends qu'en fait, ta vie, c'est une œuvre d'art. Donc, tu les acceptes et du coup, tu commences à pouvoir te développer. Voilà, t'es témoin de ça. En fait, quand tu es témoin de ça et que tu arrêtes de juger de manière binaire en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça je ressens de la colère, c'est mauvais la colère. Non, la colère, si j'ai besoin de l'exprimer, je l'exprime. Si j'ai besoin de la ressentir, je la ressens. Et moi, j'ai été beaucoup aussi dans le courant bouddhiste. Ouais. Parce que j'ai fait une retraite vipassana, j'étais au Népal, j'ai fait pas mal d'expériences comme ça. Tout Alors, est, la retraite vipassana, je suis très curieuse parce que je me tente de le faire. c'est une expérience exceptionnelle. C'est une expérience Ouais, exceptionnelle, mais extrêmement douloureuse. J'ai passé une dizaine de jours à peu près dans le au silence. Népal. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une retraite de vipassana parce il fallait le sens, l'essence et puis la consistance. Du coup, j'ai pris un billet direction le Népal et en fait, j'étais à Lumbini, qui est la ville de naissance de Bouddha, où j'ai trouvé un monastère dans lequel je suis resté faire vipassana. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se levait à 5h, à 5h30, 5h30, et à partir de 6h, on faisait 1 heure de méditation assise, 1 heure de méditation debout. Quand tu étais debout, en gros, tu marches au ralenti, tu sens chacun de tes pas, etc. Tu es en pleine conscience. À 8h, on mangeait, on avait 30 minutes ou 1 heure pour manger. Ensuite, on repartait. À 13h, pareil, 1 heure pour manger. Ensuite, on repartait en méditation. C'était vraiment du fractionné. Et puis ensuite, à 19h, on avait comme un dars. Mhm. 18h, on mangeait, 19h, on avait comme un dars. Et après, à 20h jusqu'à 22h, on repartait en méditation. La chose particulière, c'est que tu avais le droit de parler à personne. Tu n'avais pas de eye contact avec les gens. Et moi, c'est qu'après 3 ou 4 jours que j'ai eu tous les jours à 10h un entretien de 10 minutes avec le moine, en fait. Mhm. C'était d'ailleurs un Allemand qui a fait sa vie de bouddhiste, en fait, là. Donc, quand tu arrives, tu te dis, tu sais, avec ton cerveau occidental, bon, j'y vais, je vais faire mon truc, je vais m'appliquer. Du coup, tu veux absolument méditer correctement. Donc, tu as déjà
Des standards. Tu as déjà des standards et des objectifs et des KPI que tu as pour toi. Et en fait, tu Mmh. vas d'échec en échec. Et tu vas de frustration en frustration. Et tu vois tout le monde qui marche au ralenti comme ça partout dans le domaine. Tu vois les gens qui méditent assis. Tu médites assis, au bout de 10 minutes, tu dors, t'as mal à la nuque, t'en peux plus. C'est horrible. Au début, c'est horrible. C'est horrible. Tu essaies de t'appliquer 2, 3 jours. 3 jours, en fait, tu te dis, c'est la belle, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est des malades mentaux, نقول ça اش ne sert à كندير rien. هنايا. خاص نمشي، خاص نرجع للدار صافي، كمّلت معاهم ils sont là راه مسطيين tu vois? Et j'étais complètement là-dedans et puis je me suis dit: «Oh, oh, oh, attends mon gars, tu vas te poser 2 minutes et enlève tes objectifs là à 2 balles, enlève tes KPI de correctement, juste fais, applique-toi, c'est tout, fais du mieux que tu peux». إمم. À faire du mieux que je pouvais. J'ai commencé à accepter de dormir quand je faisais mes méditations après d'avoir mal à la nuque. J'acceptais de pas forcément être par terre assis en tailleur, mais d'être sur une chaise en plastique, tu vois, pour m'asseoir, avoir le dos bien droit. J'acceptais de me concentrer sur mes gestes. Et c'était extrêmement dur parce que tu parles à personne, tu as le droit de rien lire. Moi, les moments où il y avait des discours d'enseignement du bouddhisme, j'étais super heureux parce que ça stimulait mon cerveau. Mmh. Et j'avais une société aussi à cette époque-là, donc j'étais aussi un peu stressé. Ah, qu'est-ce qui se passe au boulot? Mes associés, j'espère que ça va, etc. Et je me sentais parfois en danger, tu vois, comme tu peux être, tu te sentir en danger. À partir du 6e jour, 5e, 6e jour, je sais pas, j'ai compris, j'ai commencé à être dans un flow, j'ai commencé à accepter beaucoup plus de choses. Et à la fin, je t'avoue, j'étais content de sortir quand même, mais quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais je crois que c'est notre société occidentale qui est complètement folle. Il y a une déconnexion totale avec la nature, avec soi, avec les moments de présence. On dit qu'on est présent, mais on n'est pas présent. On veut du matériel, mais on ne sait pas pourquoi on veut du matériel. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'était pas les gars dans le monastère qui étaient fous. C'est notre société qui est folle. Bien Elle est sûr. tellement folle qu'en fait, les gens, ils Ils sont se rendent pas broyés, compte. ils sont broyés, ils ont des burn-out à répétition, ils ont du mal à trouver leur chemin. Les institutions, c'est plus comme il y a 50 ans en arrière où c'était le plein emploi, etc. C'est plus aussi fort. Les politiques, on n'y croit plus, etc. Le climat, on a peur que ce soit la fin du monde, l'apocalypse. On se rend compte que personne ne bouge, etc. Et en fait, là, tu vides ton esprit, tu dis que Mmh. tout est impermanent, que le mental, les pensées sont un objet du mental. C'est le mental qui crée ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas dans une logique cartésienne, tu dis le mental, c'est le truc le plus important, alors que pas du tout. Le mental, tu as la possibilité de l'utiliser quand tu te mets sur ton bureau, que tu dois planifier des choses. Tu n'es pas Mmh. obligé de l'utiliser à tout va. Sauf que le problème, tu vas en librairie, tu vois, je pense trop, la roue du hamster, suis-je un hypersensible? Alors, il y a des gens qui sont vraiment hypersensibles, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a tellement appris à être dans le mental que ton mental, il turbine, et puis à un moment donné, il déraille, et puis il suffit qu'on te dise, ah, je suis pas content, la personne, ah, pourquoi il est pas content? On en fait toute une affaire. Et on se bloque, on est dans des blocages, mais qui sont d'ordre psycho-émotionnel. On Ouais, ressent plus ouais, nos ouais. émotions parce qu'on leur donne plus l'espace. Et au niveau psychologique, on a juste demandé à notre cerveau d'être un super planificateur 24/24. Et du coup, c'est là où je te dis l'impermanence, la compréhension du karma, la compréhension que tout vient dans un moment de stillness quand, comme on dit, Platitude, platitude. tu vois, au Maroc, par exemple, ils ont ça, رقاعد كاين الشمس, que demander de plus? Et tu restes dans la contemplation. Les Italiens aussi, ils ont la Dolce Les Vita, donc il y Méditerranéens, a ils ont ça, tu vois? ouais. Et même les Norvégiens, etc., vu qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup moins de soleil, ils sont beaucoup dans le minimalisme dans la maison, que ce soit vraiment cosy, etc. Mais il y a un soin. Et nous, notre société, on arrive dans quelque chose qui est produit encore plus, plus, plus. Et malheureusement, ça fait des ravages. Parce que plus et plus vite, parce que tu es en compétition avec la Chine ou en compétition avec le voisin ou en compétition avec je sais pas quoi. Mmh. Comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc en fait, l'essentiel, c'est ta conscience. Et de par ta conscience et ton équilibre intérieur, tu vas réussir à pouvoir créer des choses qui font vraiment du sens. Ouais.
sinon راك كتخربق comme on dit. Ben, c'est possible تخربق mais c'est pas tu peux تخربق mais إلا تخربقي راسك مشيتي فيها. Bien sûr, bien Et sûr. donc c'est là où en fait il y a la différence. Donc là, il y avait un tariq avant et après, du coup, cette expérience. Euh, De ta façon de vivre, de voir la vie, de créer cette... Tu sais, moi je considère on est tous une. Tu sais, c'est assez drôle parce que Mm. moi je crois beaucoup au destin. Je crois énormément au destin et pour moi en fait on est. C'est assez drôle, mais quand on dit oui, mais non, mais moi je me suis fait par moi-même, j'ai fait mes propres choix, j'ai fait mes propres trucs. Je dis ok, bah tu vois, tu prends le pommier, la petite graine. Mhm. Elle a déjà tout inscrit dans son ADN. Elle va grandir et elle va grandir parce que c'est un pommier et c'est comme ça. Va devenir une pomme. Dans son ADN, c'est comme ça. Elle va donner des fruits parce que dans son ADN, c'est comme ça. Après, il y a des circonstances qui font que tu as des pommiers qui sont grands ou tu as des pommiers qui sont petits. Mais Mhm. oui, mais nous, on peut peut-être voyager, changer de machin, etc. Un arbre, il va peut-être pas choisir sa terre, ou peut-être pas. Mais il va se développer, il va faire ses fruits vont tomber, ça va donner d'autres graines, et à leur tour, ils vont donner autre chose. Et je pense que c'est exactement la même chose avec les gens. C'est est-ce que tu arrives à pouvoir te cultiver, avoir confiance aussi à ce qui est inscrit dans ton ADN et puis inscrit géré dans ta destinée. Et pour moi, le libre arbitre, c'est de croire ou de ne pas croire. Tu vois? C'est de croire, d'avoir la croyance ou de ne pas avoir la croyance. C'est comme par exemple des gens qui disent, qui sont entrepreneurs et qui disent, qui ont monté des entreprises florissantes et qui disent, moi, c'est parce que j'ai cru en moi. Bah, s'ils avaient décidé de ne pas croire en eux, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Ouais. Ouais, Ou en fait, c'est aussi toute cette philosophie-là où en fait, tu as une partie t'as ta destinée. Ce que on va te donner, on va te le donner de toute façon. Ce que tu vas recevoir, tu vas de toute façon le recevoir. Ce que tu vas donner, tu vas le donner. Après, là-dedans, c'est juste de savoir quel est ton comportement dans ce périmètre. Est-ce que ce que tu vas le donner méchamment? Ça, c'est ton choix. Est-ce que tu vas le donner gentiment? Ça, c'est ton choix. Est-ce que tu vas le donner avec une véritable générosité? Ça, c'est ton choix. Quand tu vas recevoir, est-ce que tu vas le dilapider d'une certaine manière ou est-ce que tu vas réussir à être aligné par rapport à qui tu es et développer ton écosystème dans certaines valeurs? C'est ton choix. Donc, en fait, l'être humain, il a ce choix d'expérimenter sa vie. Ton âme est arrivée dans ton corps pour expérimenter une vie terrestre, mais pour expérimenter ce qu'une âme ne peut pas expérimenter si elle n'est pas enfermée dans un corps. Ouh, là, tu vas trop loin, là. Mais c'est très bien, c'est très bien. J'espère que les gens, ils vont s'accrocher avec nous jusque-là. Un livre que tu aimerais recommander, un livre que tu aimes bien ou que tu recommandes à plein de personnes, ou une Il y en a lecture, ou un plein. concept, ou un... Encore une fois, il y en a plein. Ça dépend du moment de vie, ça dépend un de... truc qui t'a impacté toi et qui t'a peut-être bouleversé en quelque sorte à un moment ou à un autre. Alors, un truc qui était extrêmement beau que je recommande à tout le monde, c'est le livre d'Elif Shafak qui s'appelle Soufi mon amour. Ouais. Une extrêmement belle histoire et qui, je pense, amène vraiment un réel message de ce qu'est l'islam profond. Mhm. Et qui est pas, pour moi, l'islam, c'est pas une religion. Pour moi, l'islam, c'est juste l'unité. Il y en a qui l'appellent l'univers, il y en a qui l'appellent différemment. Pour moi, c'est Ouais. l'unité. C'est juste, je rentre pas dans le détail sémiologique ou ce genre de choses, mais pour moi, quand tu es dans l'unité, c'est encore une fois, même dans la religion musulmane, on parle des musulmans, c'est-à-dire ceux qui se sont soumis à Dieu, et on parle des croyants. Et en fait, les croyants, c'est dans toutes les religions, il y a des croyants. Bien sûr. Et donc voilà, je pense que ce livre-là, il est extrêmement représentatif sur le parcours de vie, sur des enseignements de vie philosophiques qui sont extrêmement beaux. C'est un livre que j'ai partagé avec beaucoup de gens, peu importe leur confession. Et c'est un livre qui te demande d'avoir un cœur ouvert. Et si tu ne l'as pas, il t'apprend une certaine humilité pour l'ouvrir. Et c'est magnifique. C'est un beau compagnon de vie. Ouais. Ah ouais, à chaque fois, c'est vrai que quand tu le lis, c'est un peu différent. Et en fait, dans des choses aussi que tu as partagées, j'ai eu l'impression de lire quelques pages de Conversations with God. C'est un de mes livres préférés et qui m'a ouvert les yeux. Et en fait, je trouve ça super intéressant quand tu parlais
de quel impact on a envie de laisser dans ce monde. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager les ma هدرناش عليها pendant cet épisode où on a un peu fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas forcément d'autres éléments qui me viennent en tête à partager, mais si dans l'audience, il y a des personnes qui souhaitent se connecter ou qui ont des questions auxquelles je peux répondre avec mon expérience, etc., ma Je porte, partagerai ton contact, bien sûr, sur LinkedIn, comme ça. mais ma porte, elle est grande ouverte. Et puis, je tiens aussi à te féliciter pour ton podcast. Et puis, justement, toute cette entreprise que tu as derrière de faire parler des Marocains qui sont à l'étranger, à l'international, qui ont des parcours très différents. J'ai écouté certains de tes épisodes qui sont super intéressants et on voit vraiment enfin, on voit que la diaspora marocaine, si tu veux, elle est dans le monde entier. Et puis il y a quand même, il y a ta Khalid Diana, il y a cette culture et puis on se voit qu'il y a une grosse adaptation, des grosses réflexions, une belle intelligence. Donc Ouais, bravo à toi ouais. bravo à toi pour Merci promouvoir tout beaucoup. ça. Merci beaucoup. Et puis merci de m'avoir invité, quoi. Merci beaucoup طارق. شكرا بزاف على الوقت ديالك. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment dans ces moments parfois un peu compliqués, ces débuts d'année. Je sais que tu démarres plein de belles choses, que tu as plein de nouveaux projets qui se projettent dans l'horizon. Donc merci beaucoup pour ce moment Avec plaisir. de partage. On se dit à très bientôt alors. À bientôt. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هذه المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست. غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست. وفينالمون واخا هذا البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات، دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج. نشوفكم في الحلقه الجايه.